Bonjour à tous. Donc, on poursuit nos cours d'anatomie concernant la région maxillofaciale et ORL faisant partie du module d'anatomie 4, donc anatomie tété-cou. Après un premier cours qui a été consacré à l'anatomie, à l'étude de l'anatomie de la cavité buccale ou cavité orale, aujourd'hui nous passons à l'étude de l'anatomie de la langue. Donc, comme on a expliqué initialement dans notre premier cours, cette cavité orale a comme principal constituant la langue. Donc la langue, c'est un organe impair et médian qui constitue donc le contenu principal de la cavité buccale, et c'est un organe qui intervient dans les phénomènes de déglutition. Donc c'est l'organe par lequel le bol alimentaire est ramené au niveau de l'oropharynx, des phénomènes de mastication en ramenant le bol alimentaire sous les arcades dentaires pour qu'il soit mastiqué, et des phénomènes de phonation. Donc c'est un organe qui nous permet d'articuler un certain nombre de sons à travers notre cavité buccale. C'est un organe principalement musculaire, donc il est constitué de 17 muscles qui lui confèrent une mobilité importante, mais également muqueux, donc il est tapissé d'une muqueuse qui est le siège de papilles gustatives. Donc c'est par ailleurs l'organe de la gustation qui nous permet de goûter les différents types d'aliments. C'est un organe qui est très important sur le plan vasculaire et nerveux, comme on va voir par la suite, et c'est un organe qu'on dit très lymphophile. Lymphophile, c'est-à-dire que son drainage lymphatique est très riche et se fait de manière bilatérale pour les régions médianes, une notion importante en matière de chirurgie carcinologique de la cavité buccale. Donc nous allons tout d'abord commencer par représenter cette langue, grossièrement. Donc la langue est un organe grossièrement ovoïde, d'accord, à grosse extrémité postérieure et avec une fine extrémité inférieure qu'on appelle apex. Voilà. Donc, elle présente un sillon médian et elle est tapissée de papilles gustatives dont les plus volumineuses constituent au niveau de ces 2 tiers postérieurs une structure qu'on appelle le V lingual. Donc, on a des papilles caliciformes qui constituent ce qu'on appelle le V lingual. Voilà. Donc, toute langue a des bords libres, donc latéraux, une pointe en avant et une base en arrière. Donc les 2 tiers antérieurs ou le segment, la partie buccale de la langue est une partie qui est mobile. Quant au tiers postérieur, qu'on appelle base de langue ou racine de langue, elle est relativement moins mobile que la partie antérieure. On décrit par ailleurs au niveau de sa partie postérieure l'épiglotte qui ne fait pas partie de la langue, mais qui est liée à la partie postérieure de la langue par ce qu'on appelle des replis glosso-épiglottiques, c'est-à-dire ce sont de petits replis qui s'étendent de la langue vers l'épiglotte et qui délimitent. Donc on a un repli glosso-épiglottique médial et 2 replis glosso-épiglottiques latéraux qui délimitent les vallécules. Voilà. Et par ailleurs, au niveau de la partie latérale de la base de langue, nous avons les amygdales linguales. Donc c'est la partie fixe de la langue, c'est la partie mobile de la langue, et là, nous avons la partie fixe de la langue, qu'on appelle également base de langue. Donc à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle le V lingual
constituée par des papilles caliciformes. Et là, nous avons la pointe de la langue ou apex lingual. À ce niveau, nous aurons l'épiglotte et les amygdales palatines. Sur ce schéma, nous avons représenté le dos de la langue, c'est-à-dire la face supérieure de la langue. La muqueuse linguale à ce niveau, elle est épaisse et fortement adhérente aux structures musculaires, à la différence de la muqueuse linguale au niveau de la face ventrale. Donc je vais vous représenter un schéma grossier. Donc grossièrement c'est ça, avec une structure au milieu qu'on appelle frein de langue qui rattache cette langue au plancher buccal. Et donc la muqueuse à ce niveau est assez lâche et laisse paraître les reliefs des glandes sublinguales mais également des veines linguales. Pour orienter notre schéma, bien entendu, comme tout schéma, vers le haut, on est en postérieur et par là, on est à gauche. Pour titrer ce schéma, nous allons dire que c'est une vue supérieure de la langue, schématique, montrant la structure de la face dorsale de la langue. Donc, la langue est constituée de deux éléments principaux. D'une part, un squelette ostéofibreux qui est représenté par l'os hyoïde et la membrane hyoglossienne et le septum lingual qu'on va représenter sur un schéma, et des constituants musculaires, donc 17 muscles qui rentrent dans la constitution de la langue, dont les deux principaux muscles sont le muscle génioglosse et le muscle hyoglosse. Donc nous allons représenter dans un premier temps le squelette ostéofibreux, donc c'est la charpente de cette langue. Donc le squelette ostéofibreux est représenté d'une part par l'os hyoïde avec sa grande corne, sa petite corne et son corps. Donc l'os hyoïde qui a grossièrement cette forme en fer à cheval incurvée en postérieur, ouverte en postérieur, et qui présente deux saillies. Nous avons d'une part la grande corne de l'os hyoïde et d'autre part la petite corne de l'os hyoïde. Sur cet os hyoïde vient se fixer deux éléments fibreux faisant partie de ce squelette ostéofibreux de la langue. Nous avons d'une part la membrane hyoglossienne qui se fixe sur le bord supérieur de l'os hyoïde. Voilà. Et sur la face antérieure de cette membrane hyoglossienne vient se fixer le septum lingual qui a une forme falciforme et dont l'extrémité antérieure rejoint la pointe ou l'apex de la langue. Et donc nous aurons notre langue que je vais représenter ici en pointillé. Qui est comme ça. Donc, on va légender notre schéma.
nous avons d'une part l'ossioïde, la membrane représentée en vert, la membrane hyoglosse, et en vert le septum lingual. Ceci est un schéma qui représente le squelette ostéofibreux de la langue. On passe à un deuxième schéma qui va nous représenter, sur lequel on va représenter les différents constituants musculaires de cette langue. Donc on va représenter d'une part les mandibules. C'est un schéma en coupe frontale ou coupe coronale de la cavité buccale, montrant la structure de la langue ou les différents constituants musculaires de la langue. Donc nous allons représenter la mandibule, l'organe dentaire bien entendu, nous aurons à représenter le muscle mylohyoïdien, donc qui forme ce plancher buccal et qui s'étend de part et d'autre des lignes mylohyoïdiennes situées au niveau des faces internes du corpus mandibulaire. Nous avons au-dessous du muscle mylohyoïdien le ventre antérieur du digastrique, les ventres antérieurs du digastrique, donc il y en a deux. C'est un muscle qui est pair et symétrique. Nous allons légender notre schéma au fur et à mesure. Donc nous avons le ventre antérieur du digastrique, le muscle mylohyoïdien, nous avons par ailleurs au-dessus du muscle mylohyoïdien les deux muscles génio-hyoïdiens, et nous allons représenter bien entendu notre langue pour marquer les différents éléments anatomiques, différents muscles qui la représentent. Nous avons un muscle impair à la partie toute supérieure, toute superficielle de la langue, qui est le lingual supérieur ou le longitudinal supérieur. Sur sa partie profonde vient se fixer le septum lingual. Et de part et d'autre de ce septum lingual, nous aurons le muscle génioglosse, donc qui est le plus volumineux de ces muscles. Donc le génioglosse. Alors un deuxième muscle qui est le muscle transverse qu'on va représenter en jaune.
On va légender au fur et à mesure notre schéma. Muscle transverse. Je vais mettre quelques abréviations, mais je souhaite que vous mettiez la légende au complet. Muscle longitudinal supérieur. Nous avons à ce niveau le muscle palatoglosse, donc paire et symétrique également, et le styloglosse. Palatoglosse et le muscle styloglosse. Un autre muscle qui est un muscle principal, c'est le muscle hyoglosse. Un autre muscle qui est le lingual inférieur que je vais représenter par une couleur différente. Inférieur, lingual inférieur ou longitudinal inférieur. Nous aurons le muscle constricteur supérieur du pharynx. Et nous allons représenter également les glandes sublinguales qui se situent au niveau de l'étage sus-mylo-hyoïdien du plancher buccal juste au-dessous de la langue. Ce sont des glandes salivaires principales. L'artère linguale profonde, qui est une branche de l'artère linguale et qu'on verra au cours du schéma qui est consacré à la vascularisation de la langue. Les artères sublinguales, et bien entendu notre septum lingual. Le gros muscle, bien sûr, c'est le muscle génioglosse. Donc c'est un schéma en coupe coronale ou frontale de la bouche, du plancher buccal, montrant la constitution, les muscles constituants rentrant dans la constitution de la langue. Et donc, pour orienter notre schéma, nous avons en haut la partie supérieure et là, on est à gauche. On passe à présent à l'étude de la vascularisation et de l'innervation de la langue. Donc nous allons tout d'abord représenter encore une fois notre langue. On commence par représenter
l'os hyoïde avec sa grande corne, sa petite corne et son corps. La mandibule, et on représente notre langue. Donc nous avons à ce niveau le dos de la langue, puis la mandibule et l'organe dentaire. Alors la vascularisation de la langue, tout d'abord on va commencer par la vascularisation artérielle. Cette vascularisation artérielle est assurée par une branche de la carotide externe qui est l'artère linguale. Alors cette artère linguale naît de la carotide externe après avoir donné sa première branche qui est l'artère thyroïdienne supérieure, et donc cette artère va cheminer en dedans du muscle hyoglosse pour s'épanouir dans l'épaisseur de la langue et donner ses branches terminales. Donc première branche, c'est l'artère dorsale de la langue, puis après un trajet sinueux va donner l'artère linguale profonde et l'artère sublinguale. L'artère dorsale de la langue, et avant ça, elle nous donne une petite artère qui est l'artère sous-hyoïdienne. Donc, nous avons représenté donc la disposition des différentes artères qui participent à la vascularisation de la langue. Donc, elle est richement vascularisée par ces différentes artères. Donc, nous allons légender notre schéma. Artère carotide externe. Là, nous aurons l'artère linguale. L'artère dorsale de la langue, l'artère linguale profonde et enfin l'artère sublinguale. Le retour veineux, quant à lui, se fait vers la veine jugulaire, par la confluence des veines sublinguales, des veines linguales profondes et sublinguales, et qui vont se réunir au niveau du tronc veineux thyro-lingo-facial. Donc, comme son nom l'indique, le tronc thyro-lingo-facial qui regroupe les veines thyroïdiennes, linguales et faciales. Le tronc veineux thyro-lingo-facial.
Orophylogyngo-facial. Alors, pour ce qui est du drainage lymphatique, donc le drainage lymphatique, la langue est dite un organe lymphophile, c'est-à-dire que son drainage lymphatique se fait vers un ensemble de nœuds lymphatiques cervico-faciaux. Nous avons un drainage des parties antérieures de la langue, donc de la pointe de la langue, vers les ganglions sous-mentaux. Des nœuds ganglionnaires sous-mentaux ou submentaux. Le corps de la langue se draine quant à lui vers les ganglions sous-mandibulaires et vers la glande sous-mandibulaire. Tous ces nœuds, finalement, se drainent vers les ganglions jugulo-carotidiens. Alors, pour ce qui est des régions médianes de la langue, le drainage se fait de manière bilatérale, aussi bien à droite et à gauche. C'est une notion importante à connaître, surtout en chirurgie carcinologique, c'est-à-dire en chirurgie tumorale maligne, car les évidements ganglionnaires ou les curages ganglionnaires cervicaux, dans ce cas de figure, doivent se faire de manière bilatérale pour les tumeurs qui dépassent la ligne médiane ou pour les tumeurs qui sont situées au niveau des régions médianes. Nous allons passer maintenant à la dernière partie de notre cours consacrée à l'innervation de la langue. Donc, il faut noter que l'innervation de la langue est triple. Il y a une innervation motrice qui permet aux différents muscles de la langue de se contracter et de bouger, une innervation sensitive et une innervation sensorielle, donc qui concerne le goût. Alors pour ce qui est de l'innervation motrice, elle est assurée par le nerf grand hypoglosse ou la 12e paire crânienne. Donc nerf grand hypoglosse. Alors ce nerf grand hypoglosse qui naît du bulbe rachidien et qui est destiné à l'innervation motrice de la langue, innerve pratiquement tous les muscles de la langue, à l'exception du styloglosse qui est innervé par des fibres du nerf facial et donc de la 7e paire crânienne. Pour ce qui est de l'innervation sensitive, elle est schématisée à ce niveau. Donc pour la partie toute postérieure de la langue, qu'elle soit base de langue ou épiglotte, elle est assurée par le nerf laryngé supérieur qui est une branche du nerf vague, du 10, donc de la 10e paire crânienne. Pour ce qui est de la partie de la langue qui est en arrière du V lingual, son innervation est assurée par le nerf glosso-pharyngien. Donc la 9e paire crânienne. Puis au final, l'innervation de la partie antérieure de la langue ou de la langue mobile, donc son innervation sensitive est assurée par le nerf lingual. Alors le nerf lingual qui est une branche de division de la troisième du troisième nerf du trijumeau, donc qui est une branche de division du nerf mandibulaire,
et donc qui assure l'innervation de la partie toute antérieure de la langue. Ce nerf reçoit un contingent sensoriel qui est représenté ici en jaune par l'anse de Haller qui nous provient donc du 7 bis de l'intermédiaire du Vriesberg, et donc par l'intermédiaire de ce contingent sensoriel, nous avons cette faculté ou cette capacité sensorielle de la langue, donc qui nous permet de distinguer les différents goûts et les différentes saveurs. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce cours d'anatomie de la langue. J'espère que le cours était simple pour vous et compréhensible. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain cours faisant partie de notre module d'anatomie 4. Je vous remercie pour votre attention.